projet. Et donc, on va essayer de voir ces 5 conseils, ces 5 clés de réussite pour vous aider à mieux répondre aux appels à projets et assurer une plus grande réussite à vos propositions de projets. Aujourd'hui, on va parler surtout de projets de développement et non pas de réponse à des appels d'offres ou à des appels à manifestation d'intérêt ou même des projets purement humanitaires, même si évidemment il y a des points communs parmi toutes ces propositions et ces réponses à ces appels d'offres, manifestations d'intérêt, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on va se concentrer sur les projets de développement et les appels à projets donc, de développement. Peut-être une rapide présentation. Donc, je m'appelle Sabine Bécard, je suis la coordinatrice du réseau Méditerranée Nouvelle Chance, qui est donc un réseau qui rassemble des structures engagées pour l'insertion des jeunes, l'insertion socio-professionnelle des jeunes sur le pourtour méditerranéen. Donc, on est présent dans 10 pays. Et c'est à peu près 18 structures qui font partie du réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Et j'ai personnellement 10 ans d'expérience dans la gestion de projets de développement, surtout dans la région méditerranéenne, donc principalement au Liban et au Maroc où j'ai vécu et travaillé, mais également en France. Et puis donc développer une certaine expertise en levée de fonds et en réponse à des appels à projets. Et également aujourd'hui dans le cadre de ma position actuelle où on gère un appel à projet qui s'appelle le JMED, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui du coup nous place dans la position du bailleur pour une fois, et donc nous donne aussi cette haute perspective d'étudier des propositions de projet et de devoir les classer. Et donc voilà, c'est à partir de cette expérience-là que je vous propose donc cette formation aujourd'hui, ce module. Et la formation va durer 1h30. Donc l'objectif de cette formation, c'est de pouvoir renforcer la qualité des propositions de projets que vous soumettez à des appels à projets. Pouvoir renforcer la capacité de vos organisations à concevoir, à écrire, à designer des propositions de projets pour qu'elles soient de qualité et qu'elles soient du coup acceptées, on l'espère, par les bailleurs de fonds ou ceux qui en tout cas octroient les subventions. Et aujourd'hui, on va voir 5 conseils principaux. Moi, j'ai 5 conseils principaux à vous donner pour bien réussir une proposition de projet. Et vous verrez qu'à la fin, on a rassemblé des conseils venant directement de différents bailleurs de fonds. Donc ça, ce seraient les conseils que vous donnerez des bailleurs de fonds lorsque vous rédigez, lorsque vous préparez vos propositions de projet. Donc pour commencer, la première clé de réussite d'un appel à projet, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas sous-estimer la justification du projet et la problématique à laquelle vous voulez répondre. L'important est de pouvoir démontrer clairement l'existence d'un problème ou d'un besoin qui doit être adressé. Et le projet que vous proposez est une réponse à ce problème, à ce besoin, et une réponse pertinente et cohérente. Donc, dans un premier temps, il est essentiel de bien définir le besoin. À quel problème, à quel besoin on veut répondre pour pouvoir bien décrire ce besoin et bien justifier la pertinence du projet, il faut pouvoir définir, décrire le problème très précisément en s'appuyant sur des données chiffrées et vérifiables. Ça permet de pouvoir quantifier l'ampleur du besoin ou du problème, de pouvoir peut-être aussi démontrer son évolution dans le temps ou dans un territoire. Et afin de pouvoir bien définir, délimiter, décrire ce problème ou ce besoin, on peut s'appuyer sur différents types de données. On parle de données quantitatives qui proviennent de sources évidemment fiables. Le fait de pouvoir s'appuyer sur des instituts de recherche, sur des organisations internationales ou sur des agences gouvernementales ou intergouvernementales. Donc là, on pense aux agences de l'ONU qui produisent souvent des rapports, mais également la Banque mondiale,
ou alors des instituts de statistiques nationaux, par exemple, qui peuvent être de bonnes sources pour récupérer des données. On peut également s'appuyer sur des enquêtes, d'avoir des données qui sont collectées directement auprès des personnes ou des groupes cibles. Donc ça, c'est des enquêtes que vos organisations, les associations peuvent mener également. On peut s'appuyer sur des études de cas ou sur des rapports de recherche. Ce qui est toujours important, c'est de pouvoir évidemment citer ces sources, être sûr qu'on a des données fiables, vérifiables et solides, mais également d'essayer au maximum d'utiliser des données récentes, des données à jour, parce que parfois, dans certains contextes, ça peut évoluer très vite. Donc, essayer d'avoir les données les plus updatées possibles et de pouvoir ensuite les expliquer. Donc, l'idée, c'est pas seulement juste d'enchaîner un certain nombre de chiffres et de graphes ou de données, mais de pouvoir évidemment les mettre dans un certain contexte, de pouvoir les expliquer, de pouvoir montrer leur ampleur, de pouvoir parler des causes et des conséquences du besoin auquel on souhaite répondre. Ça va nous permettre de définir une problématique. La problématique étant la question à laquelle on espère répondre grâce à son projet. Ça implique de décrire la situation de manière concise, précise, en mettant en évidence les différents aspects qui posent problème ou qui nécessitent une intervention, votre projet, celui que vous souhaitez proposer. Une problématique bien définie, elle répond à plusieurs questions. Quel est le problème central auquel le projet s'attaque? Qui sont les personnes ou les groupes affectés par ce problème? Donc, les groupes cibles en général. Quelles sont les causes et les conséquences de ce problème et pourquoi ce problème il est important et urgent d'y répondre aujourd'hui. Donc, on l'a dit, il faut être précis, s'appuyer sur des chiffres, éviter des généralités, essayer d'être voilà, précis, concis et délimiter votre problématique. On va donner des exemples après. Également, de toujours avoir dans la formulation une perspective axée sur les bénéficiaires. Donc, c'est quand même le point de départ toujours du besoin. Voilà, donc pour vous donner un exemple d'une problématique qui est sûrement trop vague, trop générale, et qui ne permet pas de situer le problème ou de délimiter le problème. Ce serait, il y a un manque d'éducation dans tel pays. Donc, cette problématique ne permet pas de savoir de quel type d'éducation on parle, peut-être même du territoire duquel on parle, parce que dans un même pays, le niveau d'éducation peut être différent d'une région à une autre, d'une région urbaine à une région rurale, par exemple. Donc, pour donner un exemple un petit peu plus précis et un peu plus pertinent, ça pourrait être dans la région rurale de X de tel pays, les jeunes filles âgées de 12 à 18 ans ont un accès limité à l'éducation secondaire en raison de la pauvreté, des normes culturelles discriminatoires et du manque d'infrastructures scolaires adéquates. Cela entraîne des taux élevés de décrochage scolaire, des mariages précoces et des mariages précoces, limitant ainsi leurs opportunités de développement personnel et leur contribution à la société. Donc, comme vous pouvez le voir, cette problématique, elle est beaucoup plus précise, factuelle, à la fois dans l'espace, mais également par rapport à la population cible. On identifie les causes du problème et les conséquences. Et évidemment, on met en lumière également l'importance du problème et sur le long terme, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur la société. Une fois que cette problématique, elle est donc clairement définie, elle est expliquée, elle est étayée par des données, il va être très important de justifier en quoi votre projet, celui que vous présentez dans cet appel à projet, est la réponse ou une réponse pertinente et cohérente pour répondre à ce problème. Donc, il va falloir démontrer et donc justifier que le projet que vous proposez s'attaque aux causes profondes du problème, qu'il répond aux besoins du bénéficiaire, qu'il est cohérent également avec l'expertise et l'expérience de votre organisation.
Donc, ce n'est pas seulement la qualité et la pertinence des activités proposées pour répondre aux problèmes, mais est-ce que également en interne, dans votre organisation, vous avez les compétences et l'expérience et l'expertise pour mettre en œuvre ces activités. Et ce qui est également important de justifier, c'est que le projet mis en œuvre s'insère et est aligné potentiellement avec des politiques ou des stratégies, qu'elles soient au niveau national, régional ou international, que donc le projet s'insère dans une dynamique plus grande que le projet en lui-même, mais également que le projet est articulé avec potentiellement d'autres projets, soit portés par la même structure, soit portés par d'autres structures ou d'autres programmes qui travaillent et mettent en œuvre des projets qui vont dans le même sens. Donc, cette idée de montrer que ce projet vient contribuer, ne pas faire doublon, mais vient contribuer à la poursuite du même objectif. Ça peut être également d'être aligné, et vous connaissez très probablement les objectifs du développement durable, donc de montrer l'alignement, par exemple, avec cette stratégie internationale qui a été définie. Et enfin, un dernier aspect important, le fait de montrer une valeur ajoutée au projet. Donc, malgré l'importance de s'associer ou en tout cas de prendre en compte l'existence de d'autres projets qui travaillent sur ce même secteur, en quoi votre projet, lui, est innovant, a une valeur ajoutée par rapport aux initiatives existantes. Voilà. Est-ce que pour cette première clé de réussite, est-ce que c'est clair? Pour résumer ce que j'ai dit, donc l'importance de bien définir le besoin auquel on répond, parce qu'un projet de développement répond toujours et part toujours d'un besoin. Traduire ce besoin à travers une problématique bien exprimée, claire, définie, cadrée. Un projet de développement, ça ne va pas révolutionner le pays, on ne sauve pas le monde, on répond à quelque chose de précis, de réaliste, de clair. Donc, il faut l'exprimer à travers une problématique bien définie. Et ensuite, donc, faire ce lien entre le besoin et les activités que propose le projet. Donc, en quoi le projet répond aux besoins, en quoi vos activités vont vraiment s'attaquer à ce problème, comment les activités prennent bien en compte les bénéficiaires, en quoi il est aligné avec les priorités nationales, régionales, internationales, et en quoi il est articulé avec des projets ou des initiatives déjà en place. Et enfin, le dernier point que j'ai mentionné est pourquoi votre organisation est la mieux placée pour mener à bien ce projet. Est-ce qu'il y a déjà des questions ou des clarifications nécessaires pour ce premier point, cette première clé de réussite? Si vous voulez, vous pouvez poser votre question oralement. Bon, eh bien, je présume que... Ah. J'entends un micro. Oui, Oui, bonjour. bonjour. Moi, c'est Daoulata Haïdara du Mali, chargée de projet programme de l'ONG Association pour les initiatives du développement durable au Mali. Je pense que tout est clair, hein. Pour moi, je veux dire, bien sûr. C'est vraiment clair et compris. Ok, bah, super. J'espère que c'est le cas de tout le monde. Et donc, s'il n'y a pas de questions, je passe à au deuxième conseil, qui concerne donc le cadre logique. Donc, tout le monde sait ce que c'est un cadre logique, parce que sinon j'ai un exemple à vous présenter. Mais donc, le cadre logique,
C'est un outil de planification et de gestion de projet qui est donc largement utilisé dans le secteur, que vous connaissez très probablement. Il permet de fournir une structure pour bien définir à la fois les objectifs du projet, identifier les résultats attendus et pour pouvoir planifier les activités pour atteindre ces résultats. Le cadre logique qui permet également d'établir un plan de suivi-évaluation et d'établir également les hypothèses et les risques pour la mise en œuvre du projet. Donc là, ce n'est pas tant des conseils de ce qu'il faut faire, mais plutôt de ce qu'il ne faut pas faire dans la construction d'un cadre logique. Le premier conseil serait de ne pas viser trop haut, que ce soit au niveau de l'objectif général, des objectifs spécifiques ou même des résultats. L'idée n'est pas de viser trop haut, d'avoir des ambitions trop importantes parce que ça risque de ne pas être réalisable et on ne va pas pouvoir suivre et atteindre ces résultats. Donc, ça, quelque part, ça met en échec le projet. Par ailleurs, chez un bailleur de fonds qui lit un cadre logique, ça peut créer des doutes. Mais est-ce que l'organisation sera vraiment capable d'atteindre ces chiffres-là, d'atteindre ces résultats-là? Et ça peut démontrer un manque d'analyse, un manque d'anticipation et un manque de réalisme quant à ses capacités. Il est donc plutôt préférable de formuler à la fois un objectif général, des objectifs spécifiques des résultats et des activités qui sont atteignables et réalistes. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, ce serait de ne pas bâcler l'objectif général. Donc, je vous montre un exemple de cadre logique. Donc, l'objectif général correspond donc à cette première case en haut à gauche. L'objectif général, c'est celui qui donne la direction, l'objectif auquel va contribuer le projet. Le projet n'a pas pour objectif de régler et d'atteindre l'objectif général, mais d'y contribuer. Si cet objectif général n'est pas bien formulé, ça veut dire qu'il ne peut pas donner une orientation claire au projet et il rend plus difficile, du coup, la définition de tous les objectifs, résultats et activités qu'on voit en dessous. L'objectif général, c'est vraiment la direction dans laquelle on regarde. Donc, il est essentiel de consacrer suffisamment de temps et de réflexion à la formulation de cet objectif, en veillant toujours, et ce sera le conseil du jour, à ce que ce soit clair, concis, et que ça, évidemment, en lien avec la problématique qu'on a vue dans la section précédente. Pour vous donner un exemple d'objectif général, un objectif qui ne serait justement pas clair, pas concis et trop général, ce serait éradiquer la pauvreté dans le monde. Il est beaucoup trop ambitieux. Évidemment qu'un projet de développement à lui tout seul ne peut pas éradiquer la pauvreté dans le monde. Et quand bien même 10 projets de développement ne peuvent pas éradiquer la pauvreté dans le monde. C'est un objectif beaucoup trop ambitieux. Un objectif général auquel un projet peut contribuer, mais qui est déjà plus réaliste, réalisable, ce serait par exemple contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie des populations vulnérables de la région X. Donc déjà, on a délimité l'objectif. On parle d'une région en particulier, on ne parle pas du monde, et on parle d'amélioration durable des conditions de vie, ce qui est évidemment qu'il va falloir définir dans les cases en dessous, évidemment, mais qui est déjà plus réaliste, moins ambitieux, voilà, plus réalisable que éradiquer la pauvreté. Ensuite, le troisième point par rapport au cadre logique, c'est de bien distinguer les résultats des activités. En général, il y a souvent une confusion entre les deux. Donc, les résultats, ce sont bien les changements spécifiques et mesurables qui doivent se produire si les activités sont bien mises en œuvre. Donc, les résultats, ils décrivent un changement direct et immédiat qui sont directement liés
aux activités du projet. Les résultats, comme ils doivent être mesurables, en général, on respecte on souhaite qu'ils soient SMART. Donc, vous devez sûrement connaître cet acronyme. Donc, SMART, le S correspondant à spécifique. Donc, ils doivent être clairs et précis par rapport à ce qui doit être accompli. Mesurables, pouvant être donc quantifiés et évalués de manière objective. Atteignable, donc on l'a dit, ne pas viser trop haut, que ce soit quelque chose de réaliste et réalisable. Pertinent, donc pertinent par rapport aux besoins, donc ce dont on parlait à la clé de réussite précédente, que ça réponde vraiment à un besoin. Et enfin, temporellement défini. Donc que ce soit également qu'il y ait un début et une fin en fonction du projet, en fonction des activités. Les activités, quant à elles, ce sont des actions concrètes qui vont être mises en œuvre par l'organisation et qui sont quelque part le contenu du projet, ce qui va être mis en œuvre. Ça va permettre, donc ces activités, elles doivent évidemment être détaillées dans le cadre logique et on doit pouvoir également mesurer leurs coûts et les moyens nécessaires à leur réalisation. Distinguer les activités des résultats, c'est essentiel parce que ça permet de clarifier la logique du projet. La bonne réalisation des activités permet de réaliser les résultats. La somme des résultats, si on peut le dire, permet la réalisation de l'objectif spécifique ou des objectifs spécifiques qui, eux, contribuent à l'objectif général. Donc, on est vraiment sur une logique d'entonnoir, si vous voulez, du plus micro au plus macro, si on part des activités. Enfin, un autre conseil par rapport au cadre logique, c'est de ne pas, de ne pas s'appesantir sur les hypothèses et les risques. Donc, c'est cette dernière colonne à droite, et de ne pas planifier, anticiper les hypothèses et les risques. Évidemment que planifier un projet, répondre à un appel à projet, c'est imaginer, faire des prévisions sur l'avenir de ce qu'on aimerait pouvoir mettre en œuvre. Or, évidemment, il y a tout un tas de facteurs, de contextes, de conditions qui peuvent venir influencer la mise en œuvre du projet. L'exemple peut-être le plus simple, c'est le Covid. L'arrivée de la pandémie du Covid a complètement bouleversé les vies de tout le monde, que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Et en l'occurrence, dans le cas des projets de développement, évidemment que tous les projets ont dû s'adapter, potentiellement mettre en pause leurs activités du fait du Covid. Donc ça, c'est un risque. Bon, en l'occurrence, je pense que peu de projets l'avaient anticipé, mais dans certains pays, dans certains contextes, on peut anticiper certains risques, par exemple parce qu'il y a des tensions entre des communautés qui peuvent provoquer des affrontements, ou parce que une frontière peut se fermer, ou parce que des conditions de transport peuvent évoluer, ou parce qu'il y a des conditions météo qui peuvent venir impacter le projet. Donc ça, c'est plutôt des risques. Donc des événements, des conditions incertaines qui peuvent avoir un impact négatif sur la réalisation du projet et peuvent avoir du coup un impact sur les délais, sur le budget ou sur la qualité des résultats ou la bonne réalisation des activités. Et donc le fait de pouvoir les identifier, au moins de les lister, c'est déjà les prendre en compte et prendre en compte qu'ils peuvent arriver et donc déjà réfléchir aux mesures et aux stratégies d'atténuation de ces risques. Et ça peut être aussi très rassurant pour un bailleur de voir que l'organisation, elle prend en compte, au-delà de son propre projet, tout ce qui peut venir impacter et comment elle réagira et comment elle sera réactive par rapport à ces risques. Les hypothèses, en l'occurrence, ont moins cet aspect négatif que les risques. Mais quelque part, ça revient un petit peu au même. C'est toujours des facteurs externes qui sont hors de contrôle de l'organisation, ou en tout cas sur lesquels l'organisation a peu de prise.
ou en tout cas le projet. Mais en même temps, c'est des conditions nécessaires pour que les activités du projet se réalisent bien. Donc, par exemple, si vous avez telle collectivité qui vous met à disposition un local, une hypothèse serait que la collectivité souhaite toujours et met toujours ce local à disposition. Parce que vous l'avez prévu comme tel, vous organisez des formations dans ce local. Si du jour au lendemain, la collectivité décide de vous retirer ce local, ça viendra impacter votre projet. Donc ça, c'est une hypothèse, par exemple. Mais ça peut être aussi l'hypothèse que tous les formateurs de votre projet soient toujours engagés et motivés pour la bonne réalisation du projet. Et là, pareil, vous pouvez, à partir du moment où vous avez identifié ces hypothèses, vous pouvez du coup prévoir des atténuations au cas où la collectivité retire le local. Est-ce que vous avez peut-être déjà anticipé un plan B pour un nouveau local, par exemple? Voilà. Et enfin, un dernier commentaire par rapport au cadre logique, c'est la partie donc indicateur, donc la colonne, la troisième colonne et la suivante avec les moyens de vérification. Donc très très important pour pouvoir bien mesurer l'avancée et l'atteinte, enfin l'avancée et la bonne réalisation des activités, mais surtout des résultats et des objectifs. Donc il est très important de pouvoir mesurer ce progrès, et ce, à travers plusieurs techniques. Donc déjà, de fait de bien définir des indicateurs, comme on l'a dit, ils doivent être smart, ces indicateurs. Et ensuite, on a plusieurs moyens de les réaliser, de les mesurer, pardon, à travers la collecte de données. Il y a deux grandes catégories de données, des données quantitatives, que vous allez pouvoir collecter tout au long du projet pour pouvoir mesurer votre indicateur. Par exemple, si l'indicateur, c'est 100 Bonjour, je pense que votre micro a été coupé. Oui, pardon, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Excusez-moi. Je me remets. Madame Sabine, je m'excuse. Est-ce que vous m'entendez? Votre micro est muet, madame. Oui, c'est bizarre, il se coupe tout seul. Je suis vraiment désolée. Est-ce Pas que de souci, madame. vous m'entendez Sinon, maintenant? oui, effectivement. S'il vous plaît, si vous pouvez activer vos caméras pour que je puisse prendre un Oui. screenshot et garder un bon mémoire pour notre atelier d'aujourd'hui. Je vous invite, tout le monde, je vous invite à activer vos caméras, s'il vous plaît. Merci infiniment. Merci. Allez, tout le monde, je vous invite d'activer vos caméras. Merci. C'est Abdeljelil, Madame Naïlat, ou bien Monsieur Naïlat, Madame Oumeima. Ça marche. Je vais prendre une autre capture. Je m'excuse. Ça marche. Merci beaucoup tout le monde et je m'excuse pour le dérangement. Vous pouvez continuer l'atelier. Merci. Et je m'excuse, Madame Sabine.
Non, non, pas de problème. Bon courage, très bon courage. Merci. Bon, n'hésitez pas à me dire si mon micro coupe de nouveau. Ça marche, bien sûr. Là, ça marche. OK, super. Est-ce que vous voyez mon écran est partagé ou pas? Attendez, je le repartage. Pas encore, madame. OK, pardon. Là, c'est pas partagé. Nous vous écoutons bien. Super. Hop. Ça marche. Parfait. Ça marche, c'est visible maintenant. Super. Donc voilà, donc on en était au niveau des indicateurs, l'importance des indicateurs, comment on mesure. Donc on parlait des données plutôt quantitatives, donc comment on va par exemple compter le nombre de personnes qui sont formées ou le nombre d'entreprises créées ou le nombre de choses vendues. Donc voilà, ça c'est les données plutôt quantitatives et il y a plusieurs moyens de vérification à ce moment-là, plusieurs justificatifs qui permettent de prouver que ça s'est bien réalisé, donc à travers par exemple des fiches de présence, mais ça peut être aussi à travers des photos, des comptes rendus, des rapports, des factures. Voilà, plusieurs possibilités de documents qui peuvent venir justifier ces données. On peut également, dans les données quantitatives, il y a aussi des indicateurs de performance. Donc, par exemple, des pourcentages. Donc, par exemple, le pourcentage d'augmentation des revenus des agriculteurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut également mesurer de manière quantitative en s'appuyant sur les chiffres d'affaires de tous les agriculteurs, par exemple, ou le fait de mesurer le taux d'analphabétisation. Donc là, à travers des tests d'alphabétisation au début et à la fin du projet, on peut mesurer une évolution de ce pourcentage, par exemple. Par ailleurs, il y a aussi des données qualitatives, donc en général un petit peu plus difficiles à collecter, mais les principaux moyens de vérification de ces données et de collecte de ces données, ce sont les entretiens, le fait de pouvoir s'entretenir avec les bénéficiaires, par exemple, ou les différentes parties prenantes du projet ou des experts, et que ce soit des entretiens, en général des entretiens individuels, mais on peut aussi trouver des groupes de discussion, et donc là, plutôt des échanges collectifs avec un groupe de personnes pour pouvoir recueillir des opinions, recueillir leurs expériences, leurs perceptions, et de pouvoir du coup en tirer des conclusions. Mais ça peut être aussi à travers des observations qu'on peut constater de comportements, par exemple, des bénéficiaires ou de changements dans l'environnement, ou à travers des études, bon, là, qui demandent un petit peu plus de travail et d'investissement, ou à travers des témoignages. Et donc, que ce soit à travers des rapports d'activité, des registres, donc on en a parlé, ou même des documents financiers ou des documents officiels, tous ces documents-là vont pouvoir prouver cette collecte de données pour donc bien être en mesure de mesurer l'impact et la bonne réalisation de son projet. Voilà pour le cadre logique. Je vous remets rapidement ce qu'il ne faut surtout pas faire sur le cadre logique. Et pour conclure du coup sur cette deuxième clé de réussite, donc le cadre logique, c'est un outil très important, très utilisé dans le monde du développement, parce qu'il permet de retranscrire en un tableau toute la logique d'intervention d'un projet. Donc comme on l'a vu, c'est une réflexion en entonnoir. Un cadre logique, ça permet de répondre à plusieurs questions, comme la finalité du programme, donc en général l'objectif général, mais également de connaître les activités qui doivent être menées pour atteindre les résultats qui sont également mentionnés. On peut trouver donc les risques et les hypothèses qui peuvent venir influencer la bonne réalisation du projet et de voir comment on a peut-être anticipé des stratégies d'atténuation pour ces risques et ces hypothèses. Et évidemment, également de pouvoir connaître la manière dont on va mesurer l'évolution des résultats et l'atteinte des objectifs. Et de quelle manière, avec quels documents. En général, le cadre logique, il est exigé par la plupart des bailleurs de fonds, donc dans la plupart des propositions de projets,
on demande à faire un cadre logique. Alors après, les modèles de cadre logique diffèrent d'un bailleur à un autre, mais on retrouve presque systématiquement cette logique-là, ce qui peut être assez pratique parce que, comme je le disais, en un seul document, on peut avoir une vision complète du projet, une trace voilà, très précise, explicite, mesurable du projet, et ça permet d'avoir une sorte d'uniformisation des documents et un support d'échange et de partage, principalement avec le bailleur de fonds, mais potentiellement aussi avec les autres parties prenantes du projet, si vous êtes dans le cadre d'un consortium, par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le cadre logique et les différents points que j'ai abordés? Oui, bonsoir, madame. Je vous Alors, laisse. bonsoir. Oui. Bonsoir. Ici, c'est Anatole Komnavi du GGFA ONG. Enchantée. Oui, je voudrais savoir, pour un projet de 3 ans, quel est le nombre idéal d'objectifs spécifiques? Bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait forcément de réponse toute faite. Je pense que ça dépend beaucoup de la nature de votre projet. Mais j'aurais tendance à dire que plus que 4 ou 5, je dirais maximum 5 ou 4. Voilà. Mais bon, je pense que ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer, mais voilà, moi je dirais pas plus de 4 ou 5. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous m'entendez? Oui. Ah oui, bonjour, bonsoir, John. Je viens de Madagascar et porteur du projet ICI Madagascar. Concernant les problématiques et les chiffres que vous aviez mentionnés tout à l'heure, Oui. vous voyez la plupart surtout le problème en Afrique, surtout en termes des chiffres. Les chiffres, vous avez mentionné les chiffres à jour. Les bailleurs sont plus confiants pour les chiffres, surtout les chiffres donnés par les organisations internationales. Et c'est ça le problème en Afrique parce que la plupart des chiffres, des statistiques ne sont pas à jour. Et si on met les chiffres selon nos enquêtes, parfois les bailleurs n'ont pas confiance avec ces chiffres. Et qu'est-ce que vous nous conseillez vous nous conseillez pour les chiffres, Alors, merci beaucoup. Je conçois tout à fait que parfois on n'a pas des chiffres très récents. Après, ça peut toujours être intéressant de pouvoir s'appuyer, sauf si évidemment le pays a connu un très grand bouleversement, où à ce moment-là, il n'y a plus aucun intérêt de mentionner des chiffres d'il y a 5 ans parce qu'entre-temps, il s'est passé, je ne sais quoi, une guerre, une pandémie ou que sais-je. Mais en tout cas, s'il n'y a pas eu de très grands bouleversements, s'appuyer sur des chiffres d'il y a 5 ou 10 ans, ça peut quand même toujours faire une base. Après, évidemment, il faut toujours étayer les chiffres avec des explications, des études plus narratifs, pas seulement juste des données quantifiables. Et après, je pense que ce qui peut être fait également, et ça c'est quelque chose qui peut être fait aussi de manière collective, avec des organisations internationales ou avec d'autres ONG, c'est de pouvoir mener vos propres études, vos propres enquêtes et d'expliquer la démarche. Donc, par exemple, si vous travaillez sur des questions d'éducation dans une certaine région, de pouvoir mener vous-même vos entretiens et faire une sorte d'étude basée sur des observations, des entretiens, des questionnaires, et de pouvoir en extraire un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de justifier le besoin auquel vous voulez répondre. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Et parfois, malheureusement, dans certains contextes, parce qu'il n'y a pas d'études réalisées par des grosses structures comme des ONG internationales, des agences de l'ONU, par exemple, parfois, il faut compter sur soi-même. Merci beaucoup. J'espère que je réponds à votre question. Je vois que Sana a levé sa main. Oui, merci beaucoup, madame. Nous avons suivi avec
l'attention soutenue votre discours, Marshall. J'ai juste une petite préoccupation que vous devez nécessairement enlever certaines ambiguïtés. Quelle différence qui existe entre les résultats et l'impact d'un projet? Parce que beaucoup de gens confondent. Et Dédé, il y a la différence entre le cadre logique et le chronogramme d'activité, Oui. ou bien c'est une seule chose? S'il y a la divergence, vous pouvez donner la démarcation pour la meilleure audition. Merci. Ok, je comprends qu'il y a deux questions dans votre question. La première, c'est la différence entre l'impact et les résultats, c'est ça? Et ensuite, entre le cadre logique et le chronogramme. C'est ça, madame. Oui, ok. Donc, entre l'impact et les activités, pour moi, l'impact, c'est quelque chose de plus large, de plus macro et qui s'étend sur un temps plus long. C'est l'impact, c'est ce qu'on va essayer, auquel on va essayer de contribuer, ou en tout cas, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice pour avoir cet impact-là. Mais en général, il ne dépend pas seulement dépend plein. L'impact, d'une certaine manière, je l'associerais à l'objectif général, même si on peut encore faire une distinction entre l'objectif général et l'impact, mais pour simplifier. Par rapport aux résultats qui sont vraiment en lien direct avec les activités du projet. C'est parce que les activités ont bien été mises en œuvre qu'on a réussi à atteindre ce résultat. Donc, si le résultat, c'est 10 jeunes filles ont complété une année scolaire, voilà, ont étudié pendant une année scolaire, c'est parce que les activités offrent la possibilité à ces jeunes filles de faire l'activité scolaire, l'année scolaire, que le résultat est atteint. Donc, c'est vraiment un lien direct entre les activités du projet et les résultats. Et enfin, la différence entre un cadre logique et un chronogramme. Le chronogramme, il va rentrer plus en détail sur les activités et surtout sur le calendrier de quand telle activité va être réalisée, pendant combien de temps. Donc, c'est plutôt une sorte pour planifier ces activités dans un certain ordre en fonction des différents mois du projet. Donc, c'est plutôt dans la partie vraiment mise en œuvre du projet, alors que le cadre logique, c'est un document qui se prépare en amont du projet, au moment du design du projet, qui évidemment va évoluer au cours de la mise en œuvre du projet, parce que plein de choses se passent et qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on avait dit qu'on ferait, mais c'est censé être un document de référence qui n'est pas modifié régulièrement, qui est un peu le cap à suivre pour la bonne réalisation du projet. Alors qu'un chronogramme, ça va vraiment être utilisé plus au quotidien pour planifier ses activités. Je prends une dernière question et après, pour avancer, je passe à la clé de réussite suivante. Je crois que Bonjour. Sana, tout à l'heure, oui. Bonjour. Pardon. Alors, pour notre cas, pour le cas de notre association, on fait la promotion de la culture de la lecture au Maroc. Et donc, ça se trouve que c'est une niche. Et donc, pour tout ce qui est chiffres, il n'y a pas d'antécédent. Donc, comment on fait pour avoir ces chiffres? Mais oui. Bah, j'aurais la même réponse que j'ai donnée tout à l'heure, de faire parfois vos propres analyses, mais en l'occurrence des chiffres sur, en tout cas sur l'alphabétisation au Maroc. Je pense qu'il y en a. Non, je ne parle pas de l'alphabétisation des chiffres. En fait, les chiffres, c'est la lecture. Donc, c'est la lecture, c'est la lecture des livres, en fait. Donc, c'est autre chose, en fait. C'est différent. Mais on peut se baser dessus ça peut être une base. Les chiffres de l'alphabétisation? Oui, ça n'a rien à voir. Donc, on peut pas. C'est deux choses complètement différentes. Pour moi, elles ne sont pas si différentes que ça, parce que si on n'est pas capable de lire, c'est sûr qu'on ne lira pas. Mais en l'occurrence, ça peut être l'accès à
Non, vous, ce qui peut être les chiffres qui seraient peut-être plus pertinents, c'est l'accès aux livres, peut-être le nombre de librairies par habitant et peut-être comparer ça avec d'autres pays. Je ne sais pas, faudrait prendre le temps de réflexion là-dessus. Après, c'est pas toujours possible de s'appuyer sur des chiffres. Là, je vous donne un peu l'idéal. Je comprends bien qu'en fonction des thématiques, des secteurs, c'est pas toujours possible. Mais c'est vrai que d'essayer d'avoir une analyse la plus quantifiable, la plus mesurable possible, renforce votre justification. C'était ça un peu l'idée principale que j'avais. Donc, si vous pouvez, je ne sais pas moi, à travers des entretiens auprès je sais pas moi, de professeurs de français, pas de français, pardon, de professeurs de langue, langue arabe, langue française, langue anglaise au Maroc, pour avoir aussi un retour d'expérience. Enfin, voilà. Après, ça peut être des enquêtes que vous menez vous-même. D'accord. D'appuyer votre justification. Ok. Merci. Je passe à la clé de réussite 3, qui est donc le fait de ne faire aucune impasse sur la capitalisation et la pérennisation. Donc, c'est le fait de mettre l'accent dans votre rédaction de projet, de proposition de projet, sur la durabilité et l'impact à long terme de votre projet. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement de montrer à travers un cadre logique de ce qu'on vient de voir, la bonne mise en œuvre d'un projet. Évidemment, c'est essentiel de montrer qu'on va atteindre ses objectifs, la manière dont on va le faire, la manière dont on va le mesurer. Mais il est aussi très important de démontrer dans sa proposition de projet que les impacts, l'impact de votre projet sur les bénéficiaires, les bénéfices de votre projet continuent au-delà du projet et au-delà du financement qu'on va pouvoir vous octroyer. Donc, les deux manières de démontrer aux bailleurs de fonds auxquels vous proposez le projet que votre projet est durable et aura un impact à plus long terme que la durée propre du projet, c'est à travers la capitalisation et la pérennisation à travers l'appropriation du projet par les bénéficiaires. Donc, si on commence par la capitalisation, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus participatif qui vise à partir de l'expérience, en tirer une connaissance qui va ensuite pouvoir être partagée. Donc, c'est vraiment l'idée de s'interroger sur le comment on a pu mettre en œuvre ce projet, comment cette formation a été donnée, d'essayer d'analyser tout le processus pour pouvoir en extraire des connaissances, des bonnes pratiques, des leçons, des choses à faire, à reproduire, des choses à ne pas reproduire, et ensuite de pouvoir les valoriser dans un document. Et là, ce document peut prendre différentes formes. Ça peut être une vidéo, ça peut être un audio, ça peut être un post, juste un flyer, peu importe, ou un vrai document plus fourni, pour pouvoir ensuite le partager. Donc, les objectifs de la capitalisation, c'est de préserver l'expérience, de ne pas faire des projets puis de potentiellement répéter les mêmes erreurs à chaque fois parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir sur la manière dont les choses ont été réalisées et de pouvoir, du coup, construire sur et capitaliser, c'est le terme qu'on utilise, du coup, sur son expérience pour pouvoir s'améliorer. Et donc ça, c'est vraiment le deuxième objectif de la capitalisation, c'est de pouvoir améliorer la qualité de l'action, mais pouvoir aussi également valoriser cette action et la partager et partager l'expérience qu'on en aura tirée avec les autres. Et donc les autres, ça peut être d'autres organisations qui mènent des projets similaires, mais ça peut être également à la structure qui va reprendre la gestion des activités que vous meniez, parce que, je ne sais pas, peut-être qu'au bout d'un moment, une collectivité, par exemple, s'empare des activités, et du coup, ça permet de faire une passation et de pouvoir transmettre l'expérience, les bonnes pratiques. Ça permet de renforcer les capacités de l'organisation, mais du coup aussi de d'autres organisations, de pouvoir générer du changement, et ça peut parfois, dans certains cas également, produire des éléments de plaidoyer, si c'est quelque chose que vous faites aussi. Donc, la capitalisation, c'est quelque chose qui se planifie dès le début du projet et qui est du coup décrite dans votre proposition de projet.
En général, on distingue deux manières de faire de la capitalisation. Soit elle est ce qu'on appelle au fil de l'eau, donc elle est menée régulièrement tout au long de l'action, soit on la réalise à l'issue du projet et on prend ce temps de recul, de réflexion pour pouvoir, comme on le disait, produire une connaissance, des bonnes pratiques, des leçons apprises pour pouvoir ensuite les partager. En général, les bailleurs sont très friands de cette démarche-là, de ce processus-là, parce que ça démontre aussi une grande capacité du coup d'autocritique, de réflexion, d'introspection sur la manière de travailler, et donc, enfin voilà, et donc du coup de pouvoir s'améliorer en permanence. Et donc, en général, quand on veut essayer de négocier une phase 2, quand on a déjà obtenu un premier financement et qu'on essaye de négocier un deuxième financement pour pouvoir avoir une continuité dans le projet, en général, ce travail de capitalisation, il est essentiel pour pouvoir convaincre la pertinence d'avoir une phase 2, de montrer qu'en fait, on a appris de la phase 1 et voilà ce qu'on va pouvoir, voilà ce qu'on a appris, voilà les choses qu'on a peut-être moins bien faites, voilà les choses qu'on va pouvoir améliorer et la manière dont on va pouvoir l'améliorer. Voilà, ça c'est par rapport à la capitalisation. Et la deuxième manière de pouvoir assurer la pérennisation de votre projet, mais également de pouvoir le défendre dans votre proposition de projet, c'est l'appropriation par les bénéficiaires. Et ça, c'est vraiment un facteur clé, à la fois, donc, évidemment, pour la pérennisation de votre projet, mais également un argument très, très important pour les bailleurs de fonds aujourd'hui. Donc, l'appropriation par les bénéficiaires du projet, c'est vraiment le processus par lequel les bénéficiaires vont, à toutes les étapes du projet, être investis. Donc, ça va être en amont du projet, de co-construire le projet avec l'organisation, d'être pris en compte avant même la mise en œuvre, mais vraiment dans le design du projet, de prendre en compte l'avis des bénéficiaires. Et donc là, il y a plusieurs manières de les prendre en compte. Ça peut être des consultations, mais ça peut être également les faits de les inclure dans la prise de décision. Et ensuite, au moment de la mise en œuvre du projet, le fait de les impliquer, d'avoir un système de feedback en continu pendant le projet pour pouvoir améliorer ou s'adapter ou prendre en compte l'avis des bénéficiaires tout le long du projet, mais ça peut être aussi, encore une fois, de les inclure dans les prises de décision pour la bonne mise en œuvre du projet. Et le fait de les inclure va permettre l'appropriation du projet par les bénéficiaires et donc une continuité du projet au moment où l'organisation se retire. Ça peut être une manière de passer la main et faire que le projet devienne autonome. Donc là, ça comprend différentes conditions, évidemment, mais si les bénéficiaires du projet et les parties prenantes du projet, ce n'est pas seulement les bénéficiaires, ne se sont pas appropriés le projet, c'est sûr qu'au moment où l'ONG ou l'association se retire, le projet ne va pas pouvoir continuer. Donc c'est vraiment très, très important et très valorisé par les bailleurs de fonds de démontrer toutes les manières que votre organisation a d'impliquer les bénéficiaires à toutes les étapes du projet. Donc ça, c'était pour la clé de réussite 3. Donc le fait d'assurer la pérennité du projet et donc ce à travers deux aspects, la capitalisation d'une part et le fait d'impliquer les bénéficiaires en amont, pendant et après la mise en œuvre du projet. Est-ce qu'il y a des questions sur cette clé de réussite? Ok, bon, mais j'ai pas l'impression. Ah, j'ai encore perdu mon micro. Oui, il y a quelqu'un qui lève la main? Oui. Oui, je vous en prie. Bonjour à tous. Merci, Madame Sabina. C'est Fatoumata Samati, Guinée-Bissau.
de l'association FINJOR. Bon, ma question suivante, c'est à propos de l'écart logique qui est déjà passé. Oui, Bon, je vous écoute. je voudrais savoir, on sait qu'il y a des autres modèles de cadre logique, mais à votre avis, je voudrais recevoir des conseils si ça, c'est le mieux appliqué. Le modèle que je vous ai montré? Oui, oui. Je dirais pas forcément que c'est le mieux. Moi, j'ai essayé de vous présenter le plus commun, celui qui est ou en tout cas où vous retrouverez ces différentes catégories, que ce soit dans les colonnes ou dans les lignes. Je pense que vous les retrouverez à peu près dans tous les cadres logiques. Mais après, comme je vous disais, chaque bailleur de fonds a son propre modèle de cadre logique. Et très souvent, quand vous répondez à un appel à projet, vous êtes obligé de le faire dans les templates et dans les modèles qu'on vous fournit dans l'appel à projet. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas vraiment le choix que d'utiliser leur modèle. Quand vous avez le choix, vous pouvez tout à fait utiliser celui que je vous ai projeté, mais vous pouvez aussi, vous trouverez plein de modèles en ligne. Je ne dirais pas que, en tout cas, celui que je vous ai montré est suffisamment complet. En tout cas, c'est ça que je peux vous dire. D'accord, merci. J'ai vu qu'il y avait une autre main levée. François? Oui, Madame Sabrina, merci beaucoup pour le poids du verbe pour la énième fois. J'aimerais intervenir par rapport à la capitalisation. Oui. Parce que vous avez dit que peut-être dans la capitalisation, on peut exécuter un projet pour le renforcement des capacités aussi et trouver l'expérience. C'est ça? Oui. Mais il y a certains bailleurs qui mettent des critériums pour dire c'est seulement si vous êtes intervenu dans tel domaine ou tel autre, vous avez mené cette action dans plus ou moins 5 ans. C'est un critérium qui nous fait échouer d'exécuter aussi des projets étant une organisation africaine. Merci. Non, pardon, je n'ai pas compris votre question, François, je suis désolée. Oui, madame, je reprends. Par rapport à la capitalisation, on peut exécuter un projet pour trouver l'expertise peut-être entre les exécutants et si les bénéficiaires ou entre les ONG elles-mêmes. Mais il y a un certain critérium des bailleurs qui dit vous allez intervenir si vous aviez déjà fait 5 ans. Si vous avez 5 ans d'expérience dans le domaine. Certainement. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça il y a plusieurs bailleurs de fonds qui exigent une certaine durée d'existence et d'expérience dans le secteur en question dans lequel vous voulez mener votre projet. En général, du coup, ça permet d'avoir des financements plus conséquents. C'est plutôt des plus gros bailleurs de fonds. À ce moment-là, l'objectif, c'est d'essayer de trouver des financements qui n'ont pas ce critère-là, qui vous permet du coup d'obtenir ces financements et de pouvoir gagner cette expérience-là pour pouvoir ensuite répondre à ces appels à projets qui, eux, ont ce critère-là de 5 ans. Mais voilà, là, ça dépend des bailleurs. En effet, certains exigent qu'il y ait cette expérience-là. Quelque part, on peut pas y faire grand-chose, mais certains bailleurs ne l'exigent pas. Donc, c'est peut-être plutôt de viser dans un premier temps les bailleurs qui ne l'exigent pas. Merci beaucoup, madame. De rien. Alors, on passe à la clé de réussite 4, qui est le fait de ne pas négliger les questions sur les approches transversales. Donc, les approches transversales, c'est le fait d'intégrer et de prendre en compte des enjeux transversaux. Et les deux principaux qui reviennent dans la plupart des appels à projets, c'est les approches de genre et d'environnement. Et c'est le fait de prendre en compte et d'intégrer ces enjeux-là dans la conception de votre projet et la mise en œuvre, mais également l'évaluation du projet. Alors, dans un premier temps, en amont de votre projet, il est très important de prendre en compte ces enjeux-là, et ce, donc, pour plusieurs raisons. Mais
si on se limite aux raisons de réussir son appel à projet et être financé, c'est très souvent une exigence du bailleur que de prendre en compte et d'intégrer ces enjeux-là de plus en plus. Donc, le fait d'y avoir déjà réfléchi, de s'être appuyé sur des experts, des études, des rapports, pour pouvoir bien intégrer ces enjeux-là de manière pertinente dans vos projets, renforcera, et de pouvoir également ensuite le décrire dans votre proposition de projet, vous permettra d'être plus convaincant. Évidemment, si vous n'avez jamais réfléchi à comment intégrer des enjeux environnementaux, cette question du genre ou de l'environnement dans votre projet, ce n'est pas au moment de répondre à l'appel à projet que vous allez pouvoir vous allez pouvoir être convaincant sur la manière dont vous intégrez ces enjeux-là. Il faut pouvoir y avoir réfléchi en amont, parce que c'est à la fois dans la définition de votre projet, dans la manière de mettre en œuvre votre projet, ça va influencer potentiellement vos activités, mais vous pouvez également démontrer à travers la proposition de projet que vous avez intégré ces enjeux-là dans votre fonctionnement même interne de votre organisation. Donc, comment vous avez pris en compte ces enjeux de genre, par exemple, dans votre recrutement ou dans la gouvernance de votre structure. Mais ça peut être au niveau du projet. Est-ce que vous avez bien pris en compte que les femmes, par rapport à l'accès à l'emploi, par exemple, sont beaucoup plus défavorisées. Donc, dans la définition de vos activités et de vos résultats, vous avez un focus spécifique pour les femmes, parce que vous savez que c'est un groupe plus vulnérable que les hommes, par exemple. Ou sur la question environnementale, est-ce que vous avez pris en compte des enjeux environnementaux dans la bonne réalisation de vos projets, soit à travers des objectifs directement, parce que ça fait partie des objectifs de votre projet, soit parce que dans la manière dont vous allez réaliser votre projet, qui n'a peut-être rien à voir avec l'environnement, vous prenez en compte ces enjeux-là. Donc, par exemple, dans la manière de vous déplacer, ou dans la manière de, si vous organisez un événement, dans la manière de consommer dans cet événement, par exemple. Donc, en général, ces enjeux-là transversaux sont presque systématiquement exigés par le bailleur de fonds. Donc, c'est une réflexion qu'il faut avoir en amont. Par ailleurs, ce que je vous conseille également, c'est de vous renseigner par rapport aux bailleurs en particulier auxquels vous proposez un projet, quels sont ces axes d'intervention qui sont prioritaires pour ce bailleur. Parce que peut-être que la question du genre, elle est moins importante, mais c'est plutôt la question environnementale. Ou peut-être que c'est la question des droits humains qui va primer. Et donc, à ce moment-là, il faut aussi avoir cette réflexion au niveau des droits humains. Donc, c'est à la fois de prendre en compte ces enjeux-là de manière globale et ensuite de pouvoir avoir cette réflexion-là par rapport aux priorités propres du bailleur de fonds. Donc ça, c'est vraiment très important et ça fait partie en général de tous les questionnaires d'appel à projet. On vous demande de justifier, de démontrer la prise en compte et l'intégration de ces enjeux dans votre projet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces enjeux transversaux, donc qu'ils soient de genre, d'environnement, mais on peut aussi parler des droits humains, par exemple, la manière de l'intégrer dans vos projets, mais dans votre fonctionnement interne, même pas seulement au niveau des projets, et le fait d'aligner par ailleurs votre projet aux enjeux prioritaires propres du bailleur. Donc, par exemple, un bailleur peut avoir un focus sur le numérique et donc le numérique, ça fait partie de ces enjeux, si on peut dire ça comme ça, qui peut être décliné dans beaucoup de projets. Donc, peut-être d'avoir une composante numérique dans votre projet si c'est une priorité, un axe d'intervention qui compte particulièrement pour ce bailleur-là. Donc, le fait d'être attentif aussi aux priorités du bailleur auquel vous déposez votre projet. Est-ce que vous avez des questions sur cette clé de réussite-là? Allez-y, Prudence, si vous voulez.
Merci madame pour la présentation. Merci de me passer la parole. Je suis Prudence Masseng de l'organisation Youth Education and Development au Cameroun. Ma question en fait est de connaître à quel niveau et comment valoriser les approches transversales dans notre appel à projet. Faut-il les traiter séparément ou intégrer dans toutes les parties? Oui, très bonne question. Alors en général, c'est les deux. Ça dépend comment est construit le formulaire d'appel à projet, si vous avez cette liberté ou pas. En général, il peut y avoir une section dédiée à, par exemple, l'approche genre. Donc là, on va vous demander de détailler à tous les niveaux du projet comment vous intégrez cette question-là. Mais ce qui ne va pas, c'est quand on en parle dans cette section et qu'on sort plein d'arguments convaincants sur l'approche de genre, mais qu'on le revoit nulle part ailleurs dans le cadre logique, dans la description du besoin, dans la description des activités. En fait, normalement, il faut le voir partout dans le projet, si c'est quelque chose que vous prenez en compte et que vous intégrez. Donc, je dirais les deux, à la fois dans la partie dédiée, s'il y a une partie dédiée à cette question-là, et dans tous les cas, il faut que ce soit visible dans toute votre description de projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on passe à la dernière clé de réussite, qui est d'être proche du bailleur. Donc ça, c'est vraiment un conseil, je dirais que c'est peut-être même le principal que je pourrais vous donner. C'est vraiment très important d'essayer de construire une relation solide et une relation de confiance avec les bailleurs, et ce, avant même d'avoir obtenu un financement. Donc, ça se limite pas seulement au moment où vous soumettez un projet. En fait, ça commence bien avant. Et surtout, si vous obtenez un financement de la part de ce bailleur, il faut entretenir cette relation, cultiver cette relation tout le long du projet et même après. Donc, c'est très important, de développer cette relation de confiance. En amont même de dépôt du dossier, ça peut être de demander des rendez-vous, d'aller rencontrer, de se présenter, sans forcément avoir tout de suite cet objectif de demander des financements, mais juste pour être identifié par les bailleurs de fonds. Ensuite, au moment du design du projet, ça peut être intéressant d'impliquer les bailleurs activement dans la conception du projet, donc de leur demander leur avis. Est-ce que cette approche-là, est-ce que ces activités-là, comment vous voyez les choses, et de montrer que vous êtes dans un rapport vraiment partenarial, de collaboration, et pas juste un guichet de banque à qui vous allez demander de l'argent, mais être vraiment dans ce rapport partenarial. Ça a souvent été, je l'ai souvent entendu de la bouche de bailleurs, qu'ils apprécient le fait d'être considérés comme vraiment des partenaires et pas seulement celui qui va distribuer l'argent. Ça va vous permettre de développer cette relation-là, mais aussi du coup forcément d'être en meilleure adéquation avec les priorités du bailleur si vous les impliquez dès le départ, et de vous assurer que le projet il est parfaitement aligné aux priorités stratégiques. Donc, on l'a vu, que ce soit sur des questions d'enjeux transversaux, comme on a vu dans la clé juste avant, mais aussi sur le groupe cible de cette structure, la méthodologie, voilà, de pouvoir être vraiment aligné. Ça peut également renforcer la qualité de votre projet, parce que les bailleurs de fonds, à force, possèdent quand même une expertise et une expérience assez précieuse dans le domaine du développement. Donc, ça peut aussi vous aider à améliorer la conception de votre projet. Et évidemment, ça permet de faciliter le processus d'approbation. Si le projet il est déjà connu, il est co-construit, vous avez eu tous ces échanges, forcément, quand vous allez le déposer officiellement, le bailleur ne le découvrira pas et pourra… logiquement, il répondra déjà en grande partie à ses attentes, et il y a de grandes chances pour que du coup, il soit accepté si vous avez pu avoir tout ce rapport en amont du dépôt. Et enfin, si vous obtenez le financement, après, ce qui est très important, c'est le fait d'être fiable et
montrer que vous étiez le bon partenaire à soutenir. Et donc, le fait de bien faire vos rapports en temps et en heure, de faire des rapports de qualité, de maintenir au courant votre bailleur tout le long du projet, de prendre des rendez-vous, de peut-être de les impliquer dans des comités de décision. Enfin, voilà, de maintenir une connexion, un contact régulier tout le long du projet, de bien faire vos rapports, d'être transparent. Les bailleurs de fonds apprécient le fait qu'on puisse montrer parfois aussi les vulnérabilités, les fragilités du projet, de réfléchir ensemble à des solutions, de les impliquer. Tout ça, c'est très apprécié. Et en général, ça permet également donc, de renforcer cette relation et de faciliter potentiellement un financement d'une phase 2, par exemple, ou un nouveau financement pour un nouveau projet. Donc évidemment, de bien respecter tous les engagements qu'on a pris au moment du contrat, que ce soit, donc on l'a dit, au niveau des rapports, mais aussi potentiellement des informations demandées par rapport à la communication. S'il y a un changement dans le budget ou dans le cadre logique, de évidemment bien avertir les bailleurs, toujours les impliquer, toujours les tenir au courant. Mais ça peut être également de pouvoir les inviter à vos événements. En général, il y a des événements qui sont organisés, soit dans le cadre du projet, soit même en dehors du projet, les événements de l'organisation. Ça permet aussi de maintenir ce lien. Et potentiellement même sur une exit strategy, donc au moment de terminer le projet, de pouvoir également les impliquer à ce moment-là. Donc vraiment, ça c'est peut-être le conseil le plus important que je vous donne aujourd'hui, c'est voilà, vraiment d'investir dans cette relation, de prendre contact dès maintenant avec plusieurs bailleurs, même s'il n'y a pas forcément d'opportunité de financement là tout de suite, mais de pouvoir cultiver cette relation, de vous faire connaître, d'inviter ces partenaires-là à vos événements et progressivement développer et entretenir cette relation. Voilà, c'était mon dernier conseil et la 5e clé de réussite. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là? Eh bien, prudence encore, je crois. Ok, merci, c'est encore prudence. Ma question, c'est en fait de connaître quels documents ou éléments faut-il préparer en amont pour rencontrer ces bailleurs-là dans le cadre peut-être d'un partenariat informel. Ça peut être dans des événements qu'ils ou nous organiserons. Quels sont les documents que nous pouvons préparer en amont, s'il vous plaît? Merci. Je ne sais pas s'il y a des documents types à avoir prêts, mais peut-être le conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà d'avoir une communication bien établie, que ce soit sur LinkedIn ou sur votre site internet ou si vous utilisez les réseaux sociaux, qui en fait aujourd'hui est une carte de visite et qui permet, quand vous rencontrez quelqu'un d'une organisation, en général, on va aller checker sur les réseaux ou sur Internet l'existence de cette organisation, l'expérience, de voir, je ne sais pas moi, le nombre de followers, qui permet aussi de donner une certaine crédibilité. Donc, je pense déjà de soigner votre communication sur Internet globalement, mais également, et du coup, ça répond plus directement à votre question, si vous avez une plaquette de présentation, un flyer, un document, un rapport d'activité, quelque chose qui vient parler de votre structure, qui permet de laisser une trace, un document sur lequel va pouvoir revenir la personne que vous avez rencontrée, où elle va pouvoir trouver des informations sur votre organisation ou sur tel projet. Ça peut être pas mal. Donc, je dirais à la fois une communication numérique, en ligne, mais ça, c'est quelque chose qui se fait en fait doit être fait en permanence. En fait, c'est pas seulement avant les rendez-vous. Et après, pour les rendez-vous, je pense que c'est pas mal d'arriver avec un support physique, que ce soit voilà, comme je disais, une plaquette de présentation, un flyer, un rapport d'activité, quelque chose que vous pouvez laisser en partant. Voilà.
Je vois qu'il y a, alors je ne vois pas votre nom, mais GJFA qui lève la main. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est toujours Anatole comme la vie, GJFA ONG du Bénin. J'avais écrit dans le chat, mais sûrement vous n'avez pas vu ça. Ah oui, non, désolé, je ne vois pas le chat. Ouais. Je voudrais demander si on peut rentrer en possession du support de formation. Ça nous permet de faire la restitution au sein de notre organisation. Excusez-moi, je ne vous ai pas bien entendu. Si quoi? Je demandais le support de formation. Ah ça oui, nous permet de faire la restitution au sein de notre organisation pour ceux qui n'ont pas pu bien suivre cette sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais sur la plateforme Learning du MOOC, vous l'avez cette formation. Elle est sur la plateforme. Ok, d'accord. Merci. Voilà. Et donc, je passe, j'ai une dernière petite, une dernière petite partie quand même avant de se quitter. Donc ça, c'est les conseils de. Alors en fait, c'est pas un seul bailleur, c'est plusieurs bailleurs qui nous ont. On a sondé nos bailleurs et on leur a demandé quels étaient pour eux les différents points les plus importants et les conseils que eux donneraient aux organisations quand elles répondent à un appel à projet. Donc les voici. Donc, les bailleurs de fonds en question, c'est la coopération de Monaco, la coopération de la France, donc l'AFD, et également des fondations privées. Donc, des bailleurs quand même à la fois privés et publics. En fait, vous allez voir que les conseils que nous donnent les bailleurs reprennent quand même les conseils qu'on a vus aujourd'hui. Donc, le premier, c'est vraiment toujours de partir d'un besoin. Et donc là, on revient sur comment bien justifier, comment bien définir ce besoin, donc avec des données chiffrées si on peut. Parfois, ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, de vraiment commencer par bien définir le besoin auquel on veut répondre. On ne répond pas à un appel à projet parce qu'il y a une opportunité de financement. On répond à un appel à projet parce que grâce à cette opportunité de financement, on va pouvoir répondre à un besoin. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que ces bailleurs donnent. Le deuxième, et qui rejoint également ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le fait de la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires et cette fameuse pérennité, et donc de co-construire avec les bénéficiaires le projet. Donc que ce soit en amont, dans le design du projet, mais aussi dans la mise en œuvre. Et le fait de démontrer dans votre proposition de projet que vous avez pris en compte et que vous prenez en compte et que vous prendrez en compte l'avis, l'opinion, les décisions des bénéficiaires du projet. Le troisième conseil, et quelque chose que vous devez aussi garder en tête, c'est cette efficience, donc le fameux coût par bénéficiaire. Donc, le calcul, il est très simple. Vous prenez le total de votre projet, le coût de votre projet total, et vous le divisez par le nombre de bénéficiaires que vous souhaitez atteindre à travers votre projet. Bon, alors là, je n'ai pas de bons chiffres à vous donner, parce qu'évidemment, ça dépend des pays où le coût de la vie n'est pas forcément le même. Ça dépend évidemment du type d'activité, parce qu'évidemment, quand on est sur de la formation sur 1 an, on ne peut pas toucher le même nombre de personnes que si on fait de la distribution de kits ou de paniers repas, par exemple. On n'aura pas forcément le même nom. Donc, évidemment, ça dépend de la nature du projet, ça dépend du pays dans lequel vous êtes, du coût des ressources humaines. Enfin, ça dépend de plein de choses. Mais je pense que vous avez une idée en fonction de vos contextes à chacun et chacune de cette efficience et donc ce coût plus ou moins élevé par bénéficiaire. Ça, c'est quelque chose en général qui compte pour les bailleurs. Donc, l'avoir en tête aussi. Ensuite, le quatrième conseil, c'est la cohérence. Que ce soit entre le cadre logique, le chronogramme, on en a parlé tout à l'heure, mais également le budget et le narratif de description de projet, on retrouve toujours les mêmes titres, les mêmes activités, la même formulation. En général, les activités, elles sont numérotées, elles sont rattachées à des lignes budgétaires, et du coup, de vraiment garder cette cohérence dans tous les documents de projet, que ce soit au niveau du chronogramme, du cadre logique, du budget, de la proposition de projet, de vraiment respecter
la nomenclature et la manière dont vous aurez appelé telle activité, tel résultat, tel objectif, et de respecter ça pour tous les documents du projet, pour éviter une confusion et permettre une lecture plus facile pour le bailleur. Ensuite, un autre point qui est souvent très valorisé par les bailleurs de fonds, c'est l'innovation. En quoi le projet que vous proposez apporte quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est peut-être pas encore déjà mis en œuvre là où vous êtes. Ce n'est pas forcément la nature de l'activité, mais ça peut être la manière de la mettre en œuvre, l'approche, la posture. En fait, peu importe, mais d'essayer de démontrer la plus-value de votre projet. L'autre point, c'est la transparence. Donc, ça rejoint à la fois cette idée de ne pas être trop ambitieux, de rester réaliste dans la définition de son projet, mais également de pouvoir partager, et donc là, on revient sur le dernier conseil, de pouvoir partager parfois ces difficultés, des changements que vous allez devoir opérer dans votre projet et de garder ce lien de communication et de transparence avec le bailleur de fonds. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a la pertinence. Quelle est la légitimité de ma structure, de mon organisation à répondre à ce projet? Est-ce que j'ai les capacités de mener cette action? Est-ce que j'ai l'expertise, la compétence en interne pour vraiment mener cette action? Donc là, et ça rejoint le commentaire de François qui disait souvent les bailleurs exigent 5 ans d'expérience. En fait, c'est souvent pour assurer que la structure, elle a déjà quand même une expérience dans le domaine, elle sait de quoi elle parle, elle a les compétences, elle a l'expertise. En général, c'est pour s'assurer de ça. Et enfin, la localisation. Donc ça, c'est un concept qui est de plus en plus, qui prend de plus en plus de place dans le monde du développement aujourd'hui, mais c'est le fait de vraiment, et donc là, ça s'adresse plutôt à des ONG internationales. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans des ONG internationales, mais la localisation de l'aide, le fait de s'appuyer le plus possible sur des structures locales déjà en place, que ce soit des structures de collectivités, gouvernementales, associatives, éducatives, de santé, etc. Et d'essayer de co-construire et de mettre en œuvre avec ce qui existe déjà, avec des initiatives déjà en place. Donc, vraiment d'être dans une approche très locale, très territoriale dans le projet. Voilà, donc ça, c'était les 8 conseils qu'on a pu récolter auprès de nos bailleurs. Est-ce que vous avez des questions? Je vous les remets là, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions pour finir? Je vous laisse prendre la parole. Allez-y. Bonsoir Sabine. Oui. Bonsoir Sabine, je reviens encore. Je vous écoute. Merci pour votre brillante présentation. Je pense que pour plus de garantie, il serait préférable de rester à proximité car nous aurons besoin de vous. Par ailleurs, j'ai une question concernant les appels à projets en anglais. Souvent, nous sommes dans des pays francophones, on a les capacités et on a de l'expérience à répondre à leurs critères. Mais ce qui nous bloque, c'est la langue. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il faut traduire cela, peut-être aller sur Google ou bien peut-être remplir en français pour soumettre. Eux, ils ont leur manière de traduire pour voir ce que nous avons fourni comme projet. Merci, c'est ma question. Oui. Est-ce que vous pouvez... Voilà, merci. Ça faisait un écho. Alors, en général, dans les documents d'appel à projet, la langue de réponse, elle est mentionnée. Donc, si il est exigé de répondre en anglais, je ne vous conseille pas de répondre en français. Mais très souvent, pour plusieurs organisations, bailleurs de fonds, surtout les organisations internationales, il est possible, en général, c'est écrit dans quelle langue et les différentes langues dans lesquelles on peut répondre. Donc là, si le français est permis, évidemment, répondez en français. Après, sinon, ce que je vous conseillerais, c'est
soit d'embaucher en interne quelqu'un qui maîtrise l'anglais, soit d'utiliser les intelligences artificielles qui, je pense, aujourd'hui font quand même un travail de meilleure qualité qu'avant. Et donc, vous pouvez à peu près faire confiance à des différents outils d'intelligence artificielle pour faire traduire votre proposition de projet. Voilà, une réponse très pratique. Voilà, merci beaucoup, Madame Sabine. Voilà, je vais prendre encore une question. Et après, évidemment, vous avez mon adresse. Donc, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de poser ou qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à écrire et à envoyer votre question. Et évidemment, je répondrai avec plaisir à vos questions. Mais là, je peux encore prendre une question. Ah, OK. Madame Sabina? Oui. Merci pour votre présentation. Ma question, c'est pas concernant la formation, mais on sait qu'au début, on a fait un projet par lequel on a fait l'inscription pour pouvoir assister à ces cours. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est après ces cours-là, si on aussi de votre conseil, si on peut, comment on dit, si on peut préparer ou bien faire des corrections dans notre projet suivant qu'on va faire la présentation après. Dans le cadre du YES, c'est ça, dans le cadre du sommet? Oui, dans le cadre du sommet. Alors, toutes les questions qui concernent le sommet, le Yes Africa, moi, malheureusement, je ne peux pas répondre. Il va falloir vous adresser à l'équipe Jaddara, donc Ashraf, qui était parmi nous tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là. Donc, il a donné son adresse mail. C'est l'adresse avec laquelle vous correspondez depuis le début avec Jaddara, la Fondation Jaddara. Donc, toutes les questions concernant le sommet, la participation, l'événement, etc., je vous prie de plutôt leur écrire, parce que c'est eux qui organisent tout ça. D'accord, merci. Voilà. Madame Sabine. Oui. Je reviens encore avec plaisir pour vous demander. Oui. Il peut y arriver qu'il n'y a pas un appel au projet. Mais étant donné que nous sommes une organisation non gouvernementale, nous avons vu une certaine calamité, des catastrophes qui fait souffrir les vulnérables. Comment alors on peut demander des financements auprès des bailleurs? Parce que nous voyons, même avec les organisations internationales qui sont ici au Congo, s'il y a un problème, s'il y a une catastrophe, elles interviennent directement. Je ne sais pas, ils trouvent des fonds ou ils collaborent comment avec le bailleur tant qu'il n'y a pas un appel au projet. Merci. Eh bien, ça, en dehors des appels à projets, c'est vraiment à travers la relation que vous allez pouvoir développer avec le bailleur. Donc là, on revient à la clé de réussite 5. Si vous êtes proche des bailleurs, si vous êtes bien identifié, qu'on a confiance en vous, qu'on connaît la qualité de vos projets, la pertinence de vos activités, etc., il est possible de pouvoir ensuite venir solliciter, parce que vous avez développé ce lien, parce que vous êtes connu, parce que vous avez ce lien de confiance avec eux, de pouvoir directement solliciter les bailleurs de fonds avec une proposition de projet. Et là, la proposition de projet que vous aurez développée, vous pouvez, même s'il n'y avait pas de règlement d'appel à projet, de guidelines partagés dans le cadre d'un appel à projet, vous pouvez, parce que vous avez la bonne connaissance du bailleur, parce que vous connaissez ses priorités, les axes qui l'intéressent, quand même adapter le plus possible votre projet. Évidemment, toujours à partir d'un besoin, ça c'est, mais aussi aux axes et aux priorités du bailleur. Donc, je dirais que c'est vraiment à travers la connaissance que vous avez et le lien de confiance que vous avez pu développer avec les bailleurs, en dehors des appels à projets. Merci beaucoup, madame. Vous voyez avec aussi plaisir. autre obstacle, Annie, que vous voyez certains bailleurs qui exigent des documents complexes. Tant que nous avons des expertises à répondre favorablement au projet, mais c'est par rapport aux documents, peut-être
des folios 92, mais nous sommes les débutants, mais qui est un obstacle. Vous nous conseillez comment? J'ai pas compris, pardon. De répondre de préparer tous les documents? Les documents de projet, c'est ça? Oui, merci. Les documents de projet classiques que vous retrouverez dans quasiment toutes les propositions, c'est un narratif qui décrit de manière narrative à l'écrit votre projet. Et donc là, en général, il y a des catégories toujours un peu les mêmes, donc le contexte, la justification, la problématique, la description, donc l'objectif, la description des activités, les capacités de l'organisation à mettre en œuvre ce projet, les approches transversales, s'il y a des approches transversales, la capitalisation, etc. Donc ça, c'est tout le descriptif narratif du projet. En général, il y a également un cadre logique qui vient dans un autre document, que ce soit un document Excel ou Word, peu importe, mais donc un tableau cadre logique dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, le troisième document qu'on retrouve systématiquement, c'est le budget. Parfois, certains bailleurs demandent d'autres documents, mais normalement, avec ces 3 documents-là, c'est un peu le minimum dont vous avez besoin pour répondre à un appel à projet. Voilà, je crois que j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, madame. Oui. Je vous remercie à tous pour votre participation active, d'avoir posé vos questions. J'espère que c'était intéressant, que vous avez appris des choses et que ça va vous aider et vous donner confiance pour les prochains appels à projets. Comme je le disais, je reste disponible, donc vous avez mon adresse mail pour répondre à vos questions et sinon, vous pouvez passer par l'adresse du Yes Africa. Mais la formation, vous la retrouverez sur le module, donc n'hésitez pas. Et voilà, et demain, c'est moi qui donnerai la formation sur le montage financier, donc peut-être que je retrouverai certains d'entre vous. Ah, mais par contre, je la donnerai en anglais, donc je ne sais pas si ce sera avec vous ou d'autres organisations, mais sinon, je vous souhaite un bon... tous ces modules de formation, j'espère que vous en profiterez bien. Et qu'on aura peut-être le plaisir de se retrouver vous pouvez à Marrakech. Je vous envoie mon mail. D'accord. Hop. Madame Sabine, mais on ne permet pas de vous écrire sur mail. Comment on peut faire? Je vous entends pas bien. Je dis que pour vous écrire sur votre mail, on ne permet pas. Voilà, je viens de vous l'envoyer, le mail dans la conversation. Sinon, vous pouvez la demander à Ashraf, mais je vous l'ai envoyé dans l'organisation, dans le chat, pardon. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. Madame, merci beaucoup, mais sinon on n'a pas de souci. Nous avons des contacts sur votre mail. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup.
son nom quoi? Monsieur François. Monsieur François. Oui, la connexion faisait défaut. Qui l'a appelé? Qui m'a appelé, s'il vous plaît? Allô? Allô? Oui. Allô? Je vous écoute. Vous venez d'évoquer un problème qui se passe chez vous là-bas au Congo. S'il vous plaît, on ne comprend rien. Vous pouvez... C'est la connexion. Oui, c'est la connexion qui pose problème. Savoir plus quoi sur ce que vous venez de votre... Allô? Oui, je vous écoute. J'ai dit, au fait, ce que vous venez d'évoquer à Madame Sabine sur le problème qui se passe au Congo, j'ai voulu en savoir plus, c'est pour cela que j'ai demandé quoi. Par rapport à l'appel au projet au Congo. Oui, le problème que vous avez évoqué, que vous voulez en faire un projet avec. J'ai donné le cas que je donnais pour ce qui se passe parce que vous savez qu'il y a des besoins ressentis, mais vous manquez par où se mettre un projet pour en donner une solution. Et d'un coup, vous voyez l'ONG internationale qui n'est pas dans le milieu que vous habitez, vous demande des informations, vous récoltez les données, vous les renvoyez. C'est bien eux qui viennent exécuter ces projets. Mais souvent, il se peut qu'eux aussi, ils ont les données. Maintenant, il manque de ressources pour intervenir dans une zone précise. Certainement. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, j'ai dit, bon, à propos, est-ce que ce qu'elle vous a dit, vous avez convaincu? Oui, je suis convaincu. Ok. Donc, vous pouvez m'expliquer un peu comment faire la proposition? Allô? Oui, allô? J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment faire la proposition à ces bailleurs internationaux? Et par rapport à ce qu'elle vient de m'expliquer, elle dit que si je suis en collaboration avec les bailleurs, je peux nécessairement, et si j'ai réussi au projet précédent, je peux nécessairement les expliquer les problèmes, et s'ils me font confiance, je peux toujours exécuter et donner une solution palliative. D'accord, merci. Au fait, c'est ce que j'ai manqué. Au fait. Ok, merci beaucoup. Mais sinon, les anciennes ONG ont la possibilité, ils travaillent moins, mais ils gagnent beaucoup de financement. Mais quant à nous aussi, on ne gagne rien, mais on s'implique toujours volontairement pour les développements intégral et intégrés de nos communautés locales. D'accord. Parce qu'ils veulent que nous travaillions sous traitance, c'est-à-dire
eux gagnent le marché, Mhm. ils nous financent aussi. Mais Ah, ils la font des seule subventions. différence, c'est que par rapport à l'efficacité et l'efficience, ils nous financent peu d'argent, mais nous travaillons beaucoup et qui gagnent beaucoup d'argent. Bon, on ne sait pas, ils se préoccupent seulement des voitures, on ne comprend pas. C'est pourquoi si on nous comprenait aussi, ça va aller incessamment, les objectifs de développement durable vont arriver au bon port. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. En fait, j'ai raté les explications qu'elle vous a données. Merci beaucoup. Ensemble, nous pouvons nous aider de coudes pour avoir une base arrière solide. Ah, Inch'Allah, restons ensemble. Merci. Allez, merci beaucoup. Allô? Allô? Oui. Oui, monsieur François, vous pouvez envoyer votre adresse dans le chat, comme ça, on va continuer les discussions. Quand j'ai essayé, je ne réussis pas. Vous pouvez me notifier. Hein? C'est grave, j'avais dit à la première séance que le comité de gestion peut créer une plateforme où nous devons nécessairement échanger parce que nous sommes tous les membres des ONG, nous avons une même idée, une même vision. Notre besoin est de défendre l'intérêt général. Oui, effectivement. J'ai fait la proposition, mais malheureusement, ils n'ont pas répondu à cette question. Certainement. Parce que vous voyez que les choses graves, on se retrouve seulement les jours de conférence. Mais sinon, même ce qu'on nous a appris aujourd'hui, nous pouvons faire des récapitulatifs. Parce que je ne pense pas que c'est tout le monde qui a compris. Ceux-là qui ont bien compris peuvent à tout moment peuvent expliquer à ceux qui n'ont pas bien compris. Nous soyons sur le même diapason. Oui, mais on ne comprend pas. D'accord. Donc, si vous m'entendez, je propose à ce que vraiment nous restions en contact pour échanger, pour collaborer, surtout qu'on a peut-être les mêmes défis. Ensemble, on peut faire quelque chose de bien pour l'Afrique. Certainement. Oui. Donc, je propose à ce que ceux qui restent ici peuvent partager leur contact, comme ça on va essayer de créer les collègues peuvent vous donner des contacts, vous créez un forum sur WhatsApp, vous intégrez alors tout le monde. Là, il y a une faisabilité de collaborer. D'accord. Donc, ça commence par nous, hein? Oui. Ok, d'accord. Donc, je vous envoie mon adresse tout à l'heure. D'accord. Et aussi, les amis peuvent aussi envoyer pourvu que nous créons les groupes sur WhatsApp. Nous pouvons partager certaines idées palliatives qui fait que nous puissions réduire nos communautés. D'accord, ça marche. D'accord. Ça marche. Je vous enverrai ça tout à l'heure dans le chat. Merci beaucoup. Ah, ok. Votre camarade peut aussi soulever un problème, nous pouvons en discuter tous. Hein? Autre camarade peut aussi lancer une discussion, un débat, nous pouvons tous en discuter. Camarade, je n'ai pas compris. Voilà, je viens de vous envoyer mon numéro WhatsApp. D'accord, merci. J'ai bien reçu.
Et les D'accord. camarades d'autres peuvent aussi envoyer les leurs pourvu que nous créions le forum. D'accord. Peut-être à la prochaine séance, on va essayer de le faire. Certainement, parce qu'on a dit que les organisations de la société civile doivent être en étroite collaboration pour le renforcement de leurs capacités, aussi le partage réciproque de leurs expériences. Voilà. Et surtout le partage des bonnes pratiques, en fait. Oui. D'accord. Donc, je pense que si ça commence par nous, d'autres vont rejoindre la communauté et ensemble, on va essayer de voir, avant même la création du réseau Yes, déjà, on interagissait entre nous, on peut vraiment capitaliser cela et montrer à Yes Africa. Ils seront vraiment surpris de notre initiative, peut-être. Certainement, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, vous Gardons pouvez cela garder, contact. le lead comme Merci ça. encore, excusez-moi de vous interrompre, j'apprécie bien l'initiative et j'ai laissé mes coordonnées. Malheureusement, je devrais aller à une réunion, donc je devrais vous laisser. Merci encore. Merci, Sergi. Si vous nous écrivez aussi votre numéro WhatsApp, ça peut Oui, je l'ai être déjà bien laissé parce sur le que chat nous là. pouvons J'ai laissé mon créer un numéro groupe WhatsApp et de mon 4 mail. personnes. C'est sur le chat. Ah, donc vous avez écrit ça sur le chat. Oui, j'ai écrit Sergi Mombo, j'ai mis mon mail et mon WhatsApp. D'accord. C'est sur le chat. Merci. Donc, Monsieur François, vous pouvez récupérer ça. D'accord. Il y a Jean aussi qui est en ligne. Monsieur Almorta. Il y a Jean qui est en ligne déjà. Oui, mais vous habitez dans quel pays? Hein? Vous êtes dans quel pays? Je suis nigérien. Ah bon, enchanté. Moi, je suis congolais. Enchanté, ravi de faire votre connaissance à travers cette plateforme. Merci beaucoup. Si M. Jean nous écoute, vraiment, il doit envoyer son numéro aussi pour que ça soit 4 au lieu de 3. Oui, Jean va aussi envoyer son numéro, on va aussi l'intégrer. D'accord. Merci. À plus Parce tard. que... Ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est bon, je peux me déconnecter. Vous avez pris le numéro. D'accord, là on s'écrit.